Bienvenue à tous à ce webinaire Enosis qui portera donc sur les initiatives d'accompagnement pour les projets d'innovation en santé qui nous sont présentés donc par la NSM et l'EMA. Je voulais commencer rapidement par présenter Enosis Santé, qui est donc l'alliance française des pôles de compétitivité santé, comprenant donc France Biobalais, Eurobiomed, Lyon Biopôle et Médicine Paris Région, dont je fais partie. Donc, l'objectif d'Enosis, c'est de regrouper en fait des acteurs sur tout le territoire français. Donc, on a plus de 1500 acteurs à la fois privés et publics. Ça représente plus de 1200 entreprises innovantes, principalement donc, des startups et des PME. En 2022, ça a représenté en termes de levée de fonds 1,3 milliard d'euros. Et puis, c'est à peu près 1500 projets de R&D accompagnés chaque année. Et rapidement, nos missions, donc évidemment, c'est de porter la voix des acteurs de l'innovation en santé au niveau des territoires, puisque les pôles sont régionalisés, et puis d'essayer de mettre en avant les actions voilà, de nos acteurs. Et puis, l'idée, c'est aussi de coordonner, coordonner des actions d'envergure nationale et de les déployer au service des adhérents sur le terrain, et puis de rentrer dans la dynamique de France 2030. Donc aujourd'hui, l'agenda du webinaire, ce sera donc 2 présentations par Hélène Cazard et Guillaume Wacker. Je vais les laisser se présenter. On aura 2 présentations d'à peu près 30 minutes. Et puis ensuite, il y aura une session de questions-réponses. Je vous demanderai de poser vos questions dans le chat qui est Q&R, s'il vous plaît. Hélène, je vous laisse la parole. Très bien, merci. Donc voilà, je suis Hélène Cazard, je travaille au SMI Office à l'IME, donc qui est une structure qui est dédiée au soutien des petites et moyennes entreprises, à l'Agence européenne du médicament. Ça fait presque 8 ans que je suis à l'IME et avant de travailler à l'IME, j'ai travaillé dans l'industrie, dans les affaires réglementaires, mais aussi dans les essais cliniques. Et j'ai aussi fait un petit passage à l'Agence française du médicament. Donc, je vais partager ma présentation maintenant. J'espère que vous pouvez voir. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, en fait, moi, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un peu ce qu'on peut proposer au niveau européen pour les entreprises qui développent notamment des médicaments. Et donc, en fait, ma présentation aujourd'hui va vraiment se focaliser sur d'abord ce qu'est l'IME, notre rôle et ce qu'on fait comme type d'activité, mais surtout sur ce qu'on a comme possibilité d'interagir quand on est une compagnie avec l'IME, quand on développe un projet. Alors, la présentation de l'IME, donc vous devez certainement le savoir, donc l'Agence européenne du médicament est en fait une agence qui est décentralisée de la Commission européenne. Donc la Commission européenne a différentes agences qui sont spécialisées dans différents types de domaines, comme l'alimentation, l'environnement, etc. Et donc on a l'Agence européenne du médicament qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est développement de médicaments. On a été fondé en 1995 et en fait on est responsable de la coordination des ressources scientifiques qui viennent des États membres pour l'évaluation, la supervision et la pharmacovigilance des médicaments. Je vous ai mis un lien sur la slide, cette slide-là, sur le rapport annuel de l'IME de l'an dernier. Il y aura le 2023 qui va sortir aussi cette année. C'est intéressant de regarder les rapports annuels de l'IME. Ils sont assez bien faits. Ça donne pas mal d'informations sur les médicaments qu'on autorise et sur nos activités. Donc, je vous invite à y jeter un œil si ça vous intéresse. Donc, quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'à l'Agence européenne du médicament, on travaille à la fois sur les médicaments humains, mais aussi les médicaments vétérinaires. Donc, on s'occupe aussi de tout ce qui est médicaments vétérinaires, ce qui est en fait une différence par rapport à l'Agence française du médicament, par exemple. Et donc, en fait, notre rôle à nous, donc, c'est vraiment de faciliter le développement et l'accès aux médicaments, surtout aussi de faire l'évaluation des AMM qui passent par la procédure centralisée, mais aussi tout ce qui est monitoring et pharmacovigilance. Et on a aussi un rôle de transparence et d'information en fait pour les patients et les professionnels de santé au niveau européen.
Un point sur lequel je voulais insister aujourd'hui et qui est important à comprendre, c'est que l'Agence européenne du médicament ne fonctionne pas toute seule. Elle fonctionne dans un réseau qu'on appelle the European Medicines Regulatory Network, qui est un réseau en fait dans lequel on a à la fois donc l'IME, la Commission européenne, mais également les agences de santé nationales dans les États membres tels que l'ANSM. Et donc, en fait, tout ce réseau, on a à peu près 4000 experts dans toute l'Union européenne qui travaillent ensemble, notamment au sein des comités scientifiques qui sont le CHMP, le CVMP, le COMP, le comité pour les médicaments à base de plantes, le comité pédiatrique pour les thérapies avancées, mais aussi pharmacovigilance. On est environ 900 personnes à l'IME à travailler vraiment à la coordination de ces activités et de ce réseau. Donc le soutien à l'innovation, donc ce qu'on propose à l'IME pour les développeurs de projets, il y a différentes possibilités pour interagir avec l'IME tout au long du développement notamment d'un médicament. Et donc là, dans les slides qui viennent, je vais vous présenter ces différentes activités, en commençant notamment par le SMI Office, qui est en fait le bureau pour lequel moi je travaille, comme je vous disais. Et donc, en fait, le SMI Office, c'est vraiment une structure qui est dédiée, en fait, au sein de l'IME pour le soutien des PME. Donc, on leur donne une assistance, que ce soit administrative ou réglementaire. On est une espèce de point de contact que les compagnies peuvent contacter pour poser tout type de questions, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, pour poser des questions sur un produit spécifiquement, mais aussi des questions plus générales. Et on a aussi un autre rôle qui est très important, c'est qu'on travaille à faciliter la communication avec les SMI, à les informer des nouveautés, mais également, en fait, on s'entretient avec les autres acteurs au niveau européen pour faire entendre la voix des SMI et ce que nous, on peut, on peut constater dans notre travail quotidien sur les défis et les challenges que rencontrent les SMI. Donc, on est une espèce de porte-parole aussi au niveau européen des SMI. Donc, en termes d'activité, il y a une activité en particulier qui est importante, c'est qu'en fait, si on veut avoir ce soutien du SMI Office à l'IME, il faut faire une demande de SMI Status de statut SMI. Et donc, en fait, il y a quand même une action à faire. Donc, il faut déposer en fait un dossier de demande de SMI status à l'IME qu'on va regarder. Et à l'issue de cette procédure, en fait, la compagnie va avoir un numéro de SMI qui va à la fois lui permettre du coup de rentrer dans notre espèce de petite communauté SMI qu'on soutient, mais également de recevoir certains avantages financiers pour les procédures IME, de recevoir nos newsletters, de pouvoir assister à nos trainings, etc. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer dans les slides qui suivent. Donc, pour avoir ce statut SMI, en fait, il faut répondre bien sûr à des critères SMI et on applique en fait la définition européenne d'une SMI. Donc, cette définition européenne, elle est appliquée à la fois pour l'IME, mais aussi pour d'autres agences européennes. Et donc, c'est quelque chose qui est appliqué dans toute l'Union européenne pour les procédures pour lesquelles on a besoin d'avoir un statut SMI. Et donc, pour être une SMI, il faut avoir moins de 250 employés. Et il y a aussi des critères financiers qui sont basés soit sur le chiffre d'affaires, soit sur le total du bilan. En fonction de la taille de la compagnie, on va sous-classifier la compagnie en micro, donc ou small or medium size enterprise. Donc, il y a 3 catégories et en fonction de cette catégorie, par exemple, les compagnies qui sont micro, donc ça veut dire qui ont moins de 10 employés et qui ont un chiffre d'affaires ou un bilan qui est bas, vont avoir un soutien encore plus renforcé
mais surtout notamment au niveau de tout ce qui est incitation financière, il y aura des avantages en plus. Pour savoir si une compagnie est une SMI, on prend en compte bien sûr donc les employés, les données financières, mais il y a aussi la structure en fait de l'entreprise, comment elle est financée, qui sont les actionnaires. On s'assure en fait que la compagnie n'a pas derrière un gros groupe, par exemple, qui aurait les moyens d'investir et de soutenir en fait cette compagnie, pour être sûr que l'argent et l'effort qu'on va donner est vraiment adressé aux PME, aux SMI européennes qui en ont le plus besoin. Donc là, je vous ai mis un lien aussi sur comment soumettre une demande de statut SMI. Le process prend entre 1 et 2 mois et bon, c'est assez facile de soumettre cette demande. Et puis nous, on est là pour vous soutenir si vous avez des questions pour la soumission. Donc on a eu en 2023 à peu près 1925 compagnies enregistrées. Il y a 10% de compagnies qui sont françaises. Donc on a 10% de nos SMI qui sont françaises. Alors, on donne de l'assistance réglementaire à ces compagnies. On a à la fois un mail auquel on peut recevoir, sur lequel on peut recevoir les mails avec les demandes. On a aussi un numéro de téléphone que les compagnies peuvent appeler. On répond toujours. Et en fonction des questions, soit on répond par mail, soit on répond directement au téléphone, soit on se renseigne en interne avec d'autres collègues pour apporter une réponse à la question. Ou alors, quand c'est plus compliqué, on met en place ce qu'on appelle des SMI briefing meetings, qui sont en fait des réunions pour discuter d'une stratégie réglementaire. Et je vais adresser ce point dans la slide suivante. Mais donc, en fait, cette assistance réglementaire, on peut poser tout type de questions, mais souvent, les questions qu'on nous pose, c'est voilà, sur la définition SMI, donc comment avoir le SMI status, mais aussi sur les avis scientifiques, quand est-ce qu'on les demande, quand, comment, sur la désignation prime, sur la désignation orpheline pour les médicaments orphelins, les exigences pédiatriques, des données purement réglementaires du type base légale pour la soumission d'une AMM, l'éligibilité à la procédure centralisée, mais aussi des questions sur les essais cliniques. Sachant ici que je voulais préciser le fait que l'IME n'est pas responsable de l'évaluation des essais cliniques, il ne donne pas d'autorisation pour démarrer un essai clinique sur un État membre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui reste au niveau des États membres et je ne sais pas, peut-être Guillaume va le mentionner après. Mais l'IME, en fait, héberge le CTIS, qui est la plateforme en fait, qui est utilisée dans le cadre du nouveau règlement essai clinique pour la communication entre à la fois les agences, mais également les sponsors, les promoteurs d'essais cliniques. Donc les SMI briefing meeting, donc c'est très informel. Ça peut être mis en place à n'importe quel moment du développement, mais c'est vrai que souvent on a quand même des entreprises qui viennent assez tôt dans le développement, donc soit pendant la phase non clinique ou la phase 1. Et donc on met ça en place pour discuter de la stratégie de développement autour du médicament, sur les aspects réglementaires. C'est gratuit et c'est mis en place avec des collègues en fait de l'IME. Donc c'est nous SMI Office et on implique des collègues de l'IME, donc par exemple des collègues de l'équipe Scientific Advice, des collègues de l'équipe des médicaments orphelins, des collègues de l'équipe qui s'appelle Affaires réglementaires et qui s'occupe spécifiquement des questions réglementaires pour discuter en fait d'un développement et amener des éléments de réponse à une entreprise. On en a eu 10 en 2023. La plupart, c'était tôt dans le développement. Et en termes d'indication, c'était principalement médicaments orphelins, maladies neurodégénératives ou neurologiques, et aussi tout ce qui était anti-infectieux. Et en termes de type de topics qui ont été couverts, et ben, c'est ce que je vous disais là, c'est principalement scientific advice, médicaments orphelins, stratégie réglementaire, base légale pour la soumission d'une AMM, type d'AMM, AMM conditionnel ou AMM under exceptional circumstances. Voilà, c'est tout type de topic et c'est très informel et en fait, on peut mettre en place le groupe qu'on considère comme étant pertinent pour répondre aux questions. Donc, pour demander un SMI Briefing Meeting, il faut envoyer un mail au SMI Office
il faut avoir un SMI status d'abord, envoyer un mail au SMI Office et demander spécifiquement de l'aide pour la stratégie de développement d'un médicament. Et dans ce cas-là, voilà, on voit ce qu'on peut faire. Souvent, entre la première demande et le moment où on met en place la réunion, il y a à peu près 2 mois qui se passent, le temps de discuter un peu des questions et également d'avoir tous les collègues qui soient disponibles. Et à la fin du meeting, en fait, la compagnie prépare un résumé des points qui ont été abordés, on le revoit, on donne nos commentaires et si besoin, quelques années après ou quelques mois après, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des follow-up briefing meetings sur un développement, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est disponible au niveau du SMI Office qui peut être intéressant pour vous. Également, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas forcément le temps de vraiment tout aborder, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on a un SMI status à l'IME, on peut avoir du coup des avantages financiers pour les procédures en fait de l'IME. Donc par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est un avis scientifique à l'IME. Heu Ça coûte, environ 90 000 € en fonction du type d'avis scientifique. Quand on a le statut SMI, on ne paiera que 10 de, cette redevance et si c'est en plus pour un médicament orphelin, donc il y a une désignation orpheline, dans ce cas-là, l'avis scientifique sera gratuit. Donc vraiment, quand on est une SMI et qu'on développe, des médicaments, des produits innovants, c'est intéressant d'avoir ce statut SMI, à la fois pour l'accompagnement, pour les informations, les newsletters, les événements, mais également pour tout ce qui est financier et pour avoir des réductions lors des procédures, réglementaires. Autre point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est tout ce qui est Innovation Task Force. Donc on appelle ça ITF. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être que certains d'entre vous, ont déjà bénéficié d'un ITF meeting. Donc en fait, un ITF briefing meeting, une réunion qui est mise en place avec à la fois des personnes qui travaillent à l'IME, mais aussi des experts du réseau en fait que je vous ai mentionné plus tôt. Donc ça peut être des experts qui viennent des agences nationales ou d'autres experts qui travaillent à l'université ou autres. Et en fait, le but de ces réunions ITF, c'est vraiment de s'asseoir ensemble et d'avoir une discussion sur le plan de développement d'une méthode ou d'une technologie innovante. Donc vraiment, dans les ITF Briefing Meetings, ce sont les sujets les plus innovants qui sont sélectionnés. Et c'est un peu plus formel dans le sens où il faut faire une demande en remplissant un formulaire pour avoir la demande d'ITF meeting, et on implique des gens de extérieur à l'IME. Ça dure environ 1 heure et demie et pareil, vous recevez en fait un conseil, un retour sur les questions que vous vous posez. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Heu, et donc le type de développement qui sont discutés pendant ces ITF meetings sont les thérapies, émergentes, les méthodes, émergentes également et technologies émergentes, donc tout ce qui émerge et tout ce qui est innovant. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Si les sujets ne sont pas ultra innovants et qu'on a déjà, bah, voilà, des idées de comment gérer ce type de sujet et cetera, les ITF Briefing Meetings ne seront pas forcément le bon endroit où avoir, ces discussions et dans ce cas-là, en fait, les demandes sont redistribuées soit en interne à l'IME pour voir qui peut prendre en charge ces demandes, soit, à l'extérieur dans les agences nationales et cetera. Ce que je voulais mentionner aussi, c'est que les ITF Briefing Meetings, donc contrairement au SMI Briefing Meeting, si on fait une différence, donc les ITF Briefing Meetings impliquent des gens aussi de l'extérieur de l'IME, des experts à l'extérieur, ne sont que pour les sujets les plus innovants, mais également sont ouverts à tout type de compagnies, que ce soit les SMI, que ce soit les plus grosses compagnies, mais également tout ce qui est académia.
Et donc les experts, ce sont des gens qui viennent des comités, qui sont dans les agences nationales. Parfois, on va même plus loin pour chercher des experts sur vraiment des sujets sur lesquels on n'a pas forcément l'expertise. Et on peut aussi impliquer d'autres personnes dans- qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc, par exemple, Health Canada, la FDA, etc., en fonction du type de demande. Alors ensuite, l'avis scientifique au niveau IME que je voulais vous expliquer. Donc, l'avis scientifique, en fait, de l'IME, c'est un avis scientifique qui peut être donné sur n'importe quel type de questions. Donc, ça peut être des questions qui sont sur les aspects plutôt qualité d'un développement, non clinique ou clinique. On peut demander un avis scientifique pour les 3 aspects en même temps ou pour 2 aspects, qualité non clinique par exemple, ou uniquement clinique. En fonction du type de questions qu'on va poser, voilà, on aura un avis scientifique qui sera plus ou moins large. Ce qu'on appelle protocol assistance, en fait, ce sont des avis scientifiques, mais pour des médicaments orphelins, donc qui ont la désignation orpheline. Et dans ce cas-là, on peut adresser d'autres types de questions, par exemple, tout ce qui est les questions autour du significant benefit, donc ce médicament apporte par rapport aux autres médicaments qui sont déjà disponibles, etc., qui sont vraiment des spécificités des développements de médicaments orphelins. On peut demander un avis scientifique à n'importe quel moment du développement. On peut venir une fois, revenir plus tard avec un follow-up scientific advice. On peut aussi discuter de certains aspects un peu plus réglementaires, c'est-à-dire, mais tout en étant lié à la science sur tout ce qui est autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Et un point que je voulais aussi vous mentionner, c'est qu'on peut aussi avoir des parallèles consultations, donc là qui implique aussi des Health Technology Assessment Bodies, comme par exemple la HAS ou le NICE au UK, qui en fait vont être impliqués et qui vont donner en fait leur feedback plus sur les aspects prix et remboursement. Donc, c'est-à-dire que l'IME va donner un retour sur le bénéfice-risque d'un médicament et on va aussi pouvoir avoir un retour en parallèle sur les aspects qui sont importants à prendre en compte, par exemple dans un développement clinique pour prix et remboursement d'un médicament. Et on peut aussi faire une demande d'avis scientifique parallèle avec la FDA pour un plan de développement qui est un peu plus global. Donc c'est important les avis scientifiques parce que vraiment ça maximise les chances de succès au moment de l'AMM et ça évite d'avoir trop d'objections majeures lors de l'évaluation d'un dossier d'AMM. La qualification des nouvelles méthodologies, ça, c'est aussi quelque chose qui est possible de faire dans le cadre de cet avis scientifique. Et dans ce cas-là, une compagnie peut demander en fait une opinion sur l'acceptabilité d'une méthode dans le cadre du développement d'un médicament. Donc, par exemple, l'acceptabilité d'un biomarqueur, les registres de patients pour un certain type de maladies, etc. Donc là, moi, ce que je vous encourage à faire, si vous êtes curieux de ça, c'est d'aller voir en fait sur le site de l'IME les lettres et les opinions qui ont déjà été publiées. Il y a déjà des compagnies ou des académies qui ont fait des demandes. Et donc, du coup, en fait, il y a toute une liste d'opinion letters qui est disponible. Et c'est vraiment, ça peut être instructif pour vous dans votre développement. Autre point que je voulais aborder, donc tout ce qui est prime. Donc ça, ce sont pour les médicaments qui apportent vraiment quelque chose au niveau de la santé publique. Et ce sont en fait des médicaments qu'on a identifiés comme étant très importants et pour lesquels en fait on veut accélérer la mise sur le marché. On veut que ces médicaments arrivent le plus rapidement possible aux patients. Et donc, en fait, pour ces médicaments-là, en fait, il faut faire une demande d'éligibilité au Prime Scheme, qui est en fait un peu le pendant du Breakthrough Therapy Designation qui est disponible aux US. Et il faut faire cette demande d'éligibilité. À partir du moment où on a fait cette demande d'éligibilité, on rentre en fait dans un système qui s'appelle le Prime Scheme. Donc, pour la justification, il faut montrer que du coup, il y a un besoin médical qui est pas couvert, que le médicament
médicament peut l'adresser et expliquer un peu voilà, où est-ce qu'on en est, les données qu'on a et pourquoi on pense que ce médicament est important pour la santé publique, est important pour les patients. Ce que je voulais vous mentionner ici, c'est qu'en fait, les SMI et tout ce qui est académia peuvent rentrer plus tôt que les autres dans ce schéma. On peut faire une demande d'éligibilité une fois qu'on a les données non cliniques et les premières données de phase 1 quand on est une SMI ou une académia. Et en fait, ce qui se passe au niveau du prime scheme, c'est qu'en fait, on va avoir tout un système qui va se mettre en place avec une personne qui va être nommée à l'IME pour être le prime coordinator, mais aussi le rapporteur du futur dossier d'AMM qui va être nommé déjà dès une phase plus précoce qu'en temps normal. On va avoir une kick-off meeting où en fait, on va voir tous ces gens qui vont s'asseoir autour d'une table et donner des conseils à la fois réglementaires et scientifiques, planifier avec vous les avis scientifiques, quand est-ce qu'il faudrait les avoir, etc. Et ça permet aussi d'avoir une confirmation que notre dossier d'AMM sera évalué dans ce qu'on appelle Accelerated Assessment, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une procédure qui dure 210 jours, qui est la procédure centralisée normale, on va avoir une procédure qui devrait durer 150 jours, avec bien sûr les clock stops. Et donc, le but étant d'accélérer l'évaluation et donc la disponibilité ensuite pour les patients. Donc, au niveau des données, en fait, c'était juste pour vous montrer là que on avait 25% de réussite sur les demandes de Prime et qu'on a beaucoup de SMI et qu'en termes de type de produit, on a des médicaments chimiques, mais aussi des ATMP, des médicaments de thérapie avancée. Justement, pour parler des thérapies avancées, donc au niveau de l'IME, on a les classifications ATMP. Donc ça, c'est important pour avoir en fait une confirmation que notre médicament est bien un médicament de thérapie avancée et savoir quelles guidelines vont s'appliquer au développement du produit. Pour les SMI, on a aussi ce qu'on appelle les certifications ATMP, qui là est en fait pour les données qualité non clinique, on va donner en fait les données en fait qui sont déjà disponibles sur le produit, les données au comité pour les thérapies avancées, qui va nous faire un retour de nous dire ok, soit c'est bien, soit il faudrait compléter, vous devez faire ci, vous devez encore faire ça, et ça permet en fait de maximiser les chances de réussite pendant ensuite la procédure d'AMM. Donc là, ça c'est un peu comme un pre-assessment des données. Dernière partie, avant de finir ma présentation sur ce qui est disponible à l'IME, je voulais vous mentionner, vous clarifier un petit peu ce qui est disponible au niveau de l'IME pour tout ce qui est dispositifs médicaux. Parce que ça, c'est quelque chose qui est assez récent au niveau de l'IME et c'est vrai que ce n'est pas toujours très clair pour les porteurs de projets, de ce qui est disponible à l'IME, ce qu'on peut faire avec l'IME. Donc, dans le premier point que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, l'IME a des responsabilités qui sont différentes en fonction du type de dispositif médical ou de dispositif médical de diagnostic in vitro. Donc, quand c'est des médicaments qui sont utilisés en combinaison avec un dispositif médical, dans ce cas-là, l'IME va évaluer de façon globale en fait, le médicament, le dispositif médical qui passera par une procédure centralisée. Euh, Quand c'est un dispositif médical avec une ancillary medicinal substance, donc c'est-à-dire une substance en fait qui est ajoutée au dispositif médical, mais qui n'est pas responsable principalement de l'effet du dispositif médical, ça peut être par exemple je ne sais pas, un antibiotique qui a rajouté un dispositif médical qui va être implanté. Dans ce cas-là, le notified body doit demander, l'organisme notifié doit demander une opinion scientifique à l'IME dans plusieurs cas, si cette substance vient du sang ou du plasma, si ça a été précédemment évalué par l'IME ou si c'est ou si c'est un médicament, ou si c'est un médicament, dispositif médical qui va rentrer vraiment dans ce qu'on appelle le champ obligatoire de la procédure centralisée, qui sont certaines aires thérapeutiques et certains types de médicaments, notamment orphelins, etc. Pour ce qui est de tout ce qui est companion diagnostic, dans ce cas-là, l'organisme notifié doit demander une opinion à l'IME si jamais c'est pareil, si jamais ça concerne la procédure centralisée.
Et pour tout ce qui est dispositifs médicaux qui sont faits avec des substances qui sont absorbées de façon systémique, dans ce cas-là, il faut demander l'avis scientifique de l'IME ou d'une National Competent Authority, donc d'une agence nationale dans un État membre. Pour les dispositifs médicaux qu'on appelle à haut risque, c'est-à-dire certains dispositifs médicaux de classe 3, classe 2B, ou alors classe D de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dans ce cas-là, en fait, la réglementation sur les essais cliniques a créé en fait l'obligation pour les notified body de consulter ce qu'on appelle un expert panel, qui est en fait un groupe d'experts qui est mis en place en fonction du domaine dans lequel le dispositif médical est actif, avant de donner le marquage CE. Pour demander donc soit une opinion dans le cas d'un dispositif médical, soit une vue dans le cadre d'un dispositif médical de diagnostic in vitro. Et donc en fait, l'IME à ce niveau-là fait le secrétariat en fait des activités de l'expert panel. Autre point qui peut être intéressant pour vous, et c'est le dernier point que je vais aborder dans cette présentation, c'est qu'en fait, l'IME a démarré un pilote sur les avis scientifiques pour les dispositifs médicaux à haut risque. Ça a démarré en 2023, et ça va se terminer là bientôt. Ce sera peut-être étendu, mais en fait, ce sont pour les dispositifs médicaux de classe 3 ou de classe 2B, certains types de dispositifs médicaux de classe 2B. En fait, l'IME peut donner un avis scientifique sur les aspects cliniques, sur le développement de la stratégie clinique. Et en fait, c'est gratuit. Et donc, en fait, les SMI ont été particulièrement encouragés à soumettre leurs demandes pour faire partie de ce pilote. Donc, il y a eu beaucoup d'appelés, mais il y a eu peu d'élus, puisqu'en fait, c'était un pilote. Donc, voilà, on a pris quelques cas et en fait, on a sélectionné, on a priorisé pour essayer d'avoir différents types d'aires thérapeutiques, mais également mettre l'accent aussi sur certains types de dispositifs médicaux, comme ce qu'on appelle les dispositifs médicaux orphelins, c'est-à-dire des dispositifs médicaux qui ne vont pas être pour la population générale, mais vraiment pour des cas très spécifiques. Donc ça, je voulais vous mentionner parce que si vous êtes intéressé, il faut continuer à surveiller puisque potentiellement, ça va être étendu et donc vous pourriez peut-être en bénéficier. Pour terminer ma présentation, et je pense que je suis dans les temps, je voulais vous dire en fait aujourd'hui que vraiment l'IME, il faut voir ça comme vraiment une organisation qui se repose en fait sur tout ce qui est disponible au niveau européen. L'expertise est dans les États membres, hein. Nous, on coordonne tout ça. Elle est à la fois à l'IME, mais aussi on se repose sur tout ce réseau au niveau des États membres, avec des gens notamment comme Guillaume qui travaille à la NSM et qui sont impliqués dans les discussions européennes, que on est une agence européenne, mais derrière cette agence européenne, il y a des gens comme moi hein, qui répondent au téléphone, qui répondent aux mails. Et on est toujours heureux en fait de soutenir des porteurs de projets et de recevoir des demandes. Donc vraiment, ça, c'est le mot-clé, c'est-à-dire qu'on est ouvert, vous pouvez venir avec tout type de questions, on vous répondra. Si ce n'est pas nous, on vous adressera à la bonne personne. Donc vraiment, l'IME est ouverte au soutien. On est assez réactif aussi, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a plein aussi de possibilités d'interagir avec nous avant, avant le dépôt d'une AMM pour optimiser votre plan de développement de façon formelle comme lors des scientific advice, mais aussi de façon moins formelle lors des semi-briefing meetings, etc. Et que c'est très important pour maximiser les chances en fait, de succès du développement de votre produit. Aussi, l'IME, le site de l'IME est une mine d'informations. Il faut aller voir les guidelines, les guidance, mais aussi les public assessment reports des médicaments, parce qu'en fait, vous pouvez apprendre plein de choses sur la façon dont certains médicaments ont été évalués, les commentaires qui ont été faits, mais aussi profiter de tout ce que l'IME a à offrir en termes de formation, de training, de matériel pour faire un peu de la pub pour notre user guide du SME Office, donc qui vient d'être mis à jour. Et ça, c'est vraiment un document qui est important en fait, parce que c'est un document qui résume en fait un peu toutes les étapes
de développement d'un médicament, quelles sont les interactions possibles avec l'IME, de façon un peu plus résumée, un peu plus user friendly que toutes les guidance et le site IME. Donc vraiment, le lire aussi, c'est pouvoir trouver les bons liens et donc on l'a sur les dispositifs, sur les MyRisk et cetera. Donc vraiment, je vous encourage à aller consulter. Après, il y a le responsable du SMI Office, Constantinos, et ensuite, mes collègues. Donc voilà, merci pour votre intérêt et je pense que maintenant je vais passer, la main à mon collègue, de l'ANSM qui va ensuite du coup pouvoir vous parler des soutiens, au niveau de l'ANSM. Guillaume, je te laisse la parole. Merci. Merci Hélène. Bonjour à tous, donc je m'appelle Guillaume Baker, je suis responsable du guichet innovation et orientation à l'ANSM, l'Agence nationale des sécurités des produits de santé. Je suis pharmacien et avant de rejoindre l'ANSM comme inspecteur, j'étais impliqué sur un aspect très opérationnel de bioproduction. Et avec un point de vue réglementaire, grâce à un petit passage, à l'EMA comme postdoc ou trainee, je sais plus comment on dit. Donc je vais partager le support si cela vous convient. Donc aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter, le guichet innovation et orientation de la NSM qui, s'adresse à tout porteur de projets innovants, dans, notre champ de compétences. Alors, du coup, je pense que, c'était important, de commencer par, l'EMA, parce que voilà, de manière intuitive, notre champ de compétences, c'est le médicament, c'est comme ça qu'on est présenté souvent à l'Agence du médicament, et donc on travaille fortement avec, et pour, vous l'avez compris, l'Agence européenne, afin, de consolider un marché autour de la santé, qui est donc, cet immense marché européen qui rivalise avec celui, des États-Unis et sûrement de l'Asie et donc qui est garant, d'accessibilité et sûrement, un lieu, dans lequel, de nouveaux, médicaments peuvent émerger. Mais on est surtout, l'agence nationale des produits de santé et donc pour le coup, nous, on supervise, et on surveille, le marché, des dispositifs médicaux. Donc j'ai regardé un peu les questions qui ont été posées au fil de l'eau et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pas mal d'entre vous, se positionnent sur ce secteur et donc ça me fait plaisir de pouvoir un peu, décrire notre offre, de ce point de vue. Donc, le guichet, ces activités, d'accompagnement à l'innovation, elles existent, depuis longtemps à la NSM, qui, a fêté cette année ses 30 ans, hein, en 3 itérations, Agence du médicament, AFSAPS, et refondation, suite à l'affaire Mediator, sous la forme de la NSM et donc, post-Mediator, et depuis, l'agence, c'est une agence, qui travaille forcément, sous une certaine pression, puisque, nous avons un rôle très opérationnel, d'autoriser, l'ensemble, des activités de recherche clinique qui portent sur l'humain, en France et donc d'instruire ces demandes, de délivrer les autorisations afférentes. On s'occupe aussi, des AMM, nationales, on contribue aux décisions des AMM européennes, on surveille le marché, on autorise les établissements fabricants, les établissements qui ont des activités autour des DM et on les inspecte. Donc, une agence sous pression qui, après ce qui était arrivé à l'AFSAPS, avait, changé de stratégie et avait décidé un peu, de se concentrer sur son activité, son savoir-faire et de pousser, tout l'écosystème, à bonne distance.
On s'est rendu compte que, ça fonctionnait bien, que ça garantissait, l'éthique et que c'était une forte demande, de nos usagers, les patients, mais que, on avait besoin aussi de s'ouvrir, et de discuter, plus fréquemment, avec les parties prenantes et donc on a ouvert 2 guichets. Un guichet usager qui est vraiment, ouvert à tout le monde et qui a traité jusqu'à présent, 10 000 demandes et puis un guichet innovation orientation qui lui, s'adresse particulièrement aux PME, start-up et aux académiques. Comment on l'a imaginé ce guichet? On l'a imaginé, ouvert, à plusieurs, demandes du moment que ça tombe dans notre scope. Ce qui me semble intéressant et important de définir là, c'est, quelle est notre perception de l'innovation? Donc vous faites partie de Medicine et je suis sûr que, vous tout autant que vous êtes, vous pouvez tous, revendiquer un facteur d'innovation et donc vous sentir éligible et c'est tout à fait correct. Ça, on l'a détecté nous au niveau de l'agence. On a décidé qu'on n'essaierait pas de mettre des barrières. Par contre, on veut bien définir, l'innovation. Donc, il y a la partie, un peu rébarbative. L'innovation, c'est défini finalement par l'OCDE, c'est des concepts, économiques, pardon, on va rester là-dessus. Et une certaine valeur ajoutée, une chaîne de valeur. Nous, on a décidé que l'innovation, on la prendrait comme ce qui permet de surpasser la complexité. Et donc Dieu sait qu'on a l'expérience de cette, complexité, pour les produits de santé et donc finalement on reste ouvert et éligible. Qu'est-ce qu'on propose? On s'appuie sur notre expertise. Depuis 30 ans, on évalue de la recherche, on évalue des produits, on les voit de bout en bout, on les voit évoluer au travers des années. On est spécialiste de la science, on lit, des quantités de littérature complètement délirantes. Donc on est des experts et quand on n'a pas cette expertise, on peut aller la chercher dans le monde académique, puisqu'on a notre réseau d'experts. On se voulait accessible, donc on s'est appuyé sur, un outil mis en place par la DINUM, qui est rattaché, au service du Premier ministre et qui s'appelle Démarche simplifiée, qui est, une solution, qui, essaime dans de nombreuses administrations et donc qui facilite la perception de l'outil et la gestion et donc cette solution publique, digitale, permet de traiter, nos interactions à venir de bout en bout, de la porte d'entrée jusqu'au livrable. On essaye d'être transparent, tant que faire se peut et notamment en mettant en avant, qui on va prendre en charge, et sur quels critères. Ça, c'est très important. Et puis enfin, on est aussi, un processus à l'agence. On vient d'être certifié ISO 9001 et on en est fiers. Donc, on ne se distingue pas en termes d'ambition de ce qui vient d'être présenté au niveau de l'EMA. On est finalement une offre de service qui s'adresse en priorité aux chercheurs, aux scientifiques et aux professionnels de santé qui ne bénéficient pas à proximité d'un service réglementaire, d'une expérience réglementaire qui pourrait permettre d'enjamber les difficultés que nous connaissons tous. J'ai un exemple qui permet, d'illustrer ça. Quand, le vaccin, Covid à base d'ARN messager, ont été, développés, une course, et une émulation assez, peut-être saine s'est développée entre, Pfizer qui a racheté BioNTech, une start-up allemande et Moderna qui a eu, a très rapidement et en fait était sur les lignes de départ pour devenir une start-up ambitieuse et qui a eu donc un afflux d'argent qui leur a permis de maîtriser leur destin par rapport à ce développement. Et on voit bien qu'ils ont eu 2 abords très différents. Il y a d'un côté Pfizer qui a décidé que pour aller vite, ils avaient l'expérience et qu'ils mèneraient, le vaccin, le plus vite possible à l'autorisation sans passer par le régulateur, donc sans solliciter d'aide, au-delà de ce qui était prévu en termes de pit stop, dans le cadre, du dispositif de revue accélérée que bien sûr ils avaient eu. Alors que Moderna, dans les 2 agences FDA, EMA, avait, dès le début dit: «Ben, nous, on aura besoin du régulateur tout au long de notre cycle»
et donc elle avait fait savoir et donc avait réussi à obtenir bien sûr, tout ce qui était nécessaire, voilà. Donc c'était pour illustrer, voilà, ça, c'est pas le projet forcément qui définit qui a besoin d'un guichet d'innovation, c'est aussi parfois sa structure et donc nous, on est sensible à ça. Donc aujourd'hui, on met pas de stop à des grosses pharma qui viendraient nous voir, on leur met juste un stop par rapport au fait qu'ils viennent nous voir pour quelque chose de vraiment innovant et particulièrement vers la phase 1, des essais cliniques. Donc voilà un peu, comment on l'a envisagé et tout ça, pour, en ne perdant jamais, de vue notre doctrine qui est assurer la sécurité des patients qui bénéficieront du produit quand il sera sur le marché et qui sont enrôlés dans l'essai clinique. Donc voilà et donc du coup, on a décliné une offre de service et je vais revenir dessus, c'est un peu l'objet de ma présentation, autour des notions d'avis scientifique, de réunion de soumission et d'accompagnement réglementaire qui, sont particulièrement, pertinentes, sur, nos aires de compétences, hein, c'est-à-dire l'évaluation, de la recherche préclinique, l'évaluation des protocoles de recherche clinique et le tremplin que ça représente vers, la poursuite réglementaire de ces initiatives, que ce soit au niveau central ou au niveau décentralisé, si c'est pertinent. Donc du coup, nos critères d'éligibilité sont très proches de ceux de l'EMA. On a essayé d'en choisir qui s'appliquent aussi aux dispositifs médicaux, mais globalement, on priorise, les besoins médicaux non couverts, les maladies rares, les développements pour des populations particulières, en particulier la population pédiatrique. Mais si vous venez avec des développements sur, la population des personnes âgées, et avec un rationnel scientifique, on sera tout à fait disposé à regarder ça et donc globalement tout ce qui peut, tout ce qui porte, l'idée d'un impact clinique, réel. Donc voilà, donc je vais peut-être donner un exemple, hein, par exemple, il y a beaucoup de projets d'innovation qui tournent autour, du numérique en santé, et donc c'est vrai que, sur le numérique en santé, on fait vraiment, par exemple, le tri avec ceux qui, revendiquent un impact clinique et pas un impact organisationnel. L'organisation des soins, en France, c'est pas tout à fait notre sujet. Nous, vraiment, c'est la sécurité dans un cadre, clinique d'usage. Donc, nos produits préférés, bah, c'est vraiment, ce qu'on appelle le first in class, hein, la nouvelle molécule, le nouveau et donc, les médicaments de thérapie innovantes, qui sont, donc ATMPs au niveau européen et donc souvent présentés comme médicaments de thérapie avancée, mais voilà, on garde, médicaments de thérapie innovants. Alors, sur les dispositifs médicaux, on a une évaluation, un peu moins, précise, hein. On se base sur, ce qu'on considère être une technologie avancée. Bon, maintenant, si ça peut vous faire sourire, on a passé, des anneaux qui servaient à la contraception masculine, au niveau du GIO et je suis pas sûr que technologiquement ça soit très avancé, mais on a tous l'idée, de, l'impact clinique que ça peut représenter. Et puis, voilà, après, on a aussi, une analyse autour de, d'où vous venez, dans quel cadre vous êtes et donc, on est sensible à l'initiative de l'Agence de l'innovation à santé, qui couvre le plan, France Relance et France 2030. Et donc, on sera ravis d'accompagner, les startups qui auraient été, sélectionnées, dans leur programme, en vue, de favoriser une recherche clinique qui aurait lieu, en France. Donc, une fois que ça s'est dit, ce qui est important, à savoir, c'est de bien comprendre sur quoi, on peut vous répondre. Parce que encore une fois, une bonne réponse, c'est, en premier lieu, une bonne question. Donc, voilà, donc nous, là où vraiment, on apporte, des éléments, c'est tout ce qui est sur le développement précoce et c'est pour ça, qu'on va au contact via ces webinaires pour dire: «Finalement, on aime bien, discuter avec vous, pendant les phases de prototypage, pendant les phases de planification». Pourquoi? Parce que du coup, on parlera du fond technique, du fond scientifique. Le fond réglementaire, bien sûr que, c'est intéressant, mais finalement, voilà, on est plus disposé à parler de ça
Et donc, quand on veut parler technique, on veut parler scientifique, et ben déjà, on s'aligne sur de quoi on parle. Donc ça, c'est la qualification, la classification. Donc la qualification, c'est est-ce que c'est un dispositif médical? Est-ce que c'est un dispositif médical combiné? Est-ce que c'est un médicament? Donc on renvoie vers les définitions à la fois prévues par la réglementation européenne et puis déclinées et transposées dans le CSP. Et puis, les classifications, c'est ces notions de risque. Donc, les classifications, ça va sur les dispositifs médicaux, ça va sur les organismes génétiquement modifiés. Et je reviendrai à la suite sur ces deux exemples. Donc, bien sûr, une fois qu'on parle du fond technique et du fond scientifique, on arrive à aligner rapidement nos vues sur les exigences réglementaires. On a aussi ce focus qui, me semble, nous distingue un peu l'offre de service de l'EMA. On va aussi sur les aspects BPF et fabrication, quand c'est pertinent, parce qu'on est l'autorité compétente pour ces aspects-là au niveau du territoire. Donc, on aime bien discuter de ça. On aime bien en discuter en termes d'exigence et de gestion des risques. On n'est pas là pour vous trouver qui va vous fabriquer votre molécule. On n'est pas une agence de mise en relation. Là, je pense que vous pouvez vous adresser à cette nouvelle agence d'innovation de la santé ou à des consultants. On parle du non clinique, ça c'est vraiment notre spécialité. Choix des animaux, preuve de concept, rationnel, ce genre de choses. On fait un peu un travail complémentaire de celui de l'EMA autour de la qualification des MTI parce que au-delà de la qualification, ça emporte certaines discussions, notamment au niveau des BPF, mais on finit toujours nos considérations par aller voir l'EMA sur ces sujets. Mais il se trouve que notamment les académiques, ils ont une facilité à venir nous voir sur ces sujets et on les renvoie en deuxième intention vers l'EMA. Et puis donc, bien sûr, on apporte de l'assistance et on crée les conditions de discussion pour des produits innovants autour de la recherche clinique, donc essais cliniques médicaments, essais cliniques produits combinés, investigation clinique et études de performance pour les DM et les DDM de diagnostic in vitro. Donc, voilà finalement où est-ce qu'on atterrit. Actuellement, chaque année, on revoit notre offre de service pour qu'elle soit le plus proche possible de la demande de l'écosystème de l'innovation français. Et donc, vous voyez, chaque année, on rajoute des nouveautés. Et donc, la voici. Donc, deux gros pôles. Un pôle avis scientifique qui se décline en autant de procédures que vous pouvez choisir sur notre portail. Un avis scientifique France, un avis scientifique simultané, c'est-à-dire dans un projet de développement clinique transnational, vous pouvez envisager en une seule réunion d'avoir des avis de deux autorités compétentes. La présoumission, donc la présoumission, c'est une façon d'envisager une réunion avant de rentrer formellement dans le processus réglementaire qui aboutit à une autorisation. Donc les autorisations d'essais cliniques, particulièrement phase précoce. Les autorisations, si ce n'est pas de la phase précoce, on verra pour quel type de médicament ou quel type de produit, puisqu'on a les produits biologiques aussi dans notre périmètre. Les investigations cliniques pour des DM qui portent un facteur d'innovation. Les autorisations d'établissement, les autorisations autour de la sécurité portée par les micro-organismes et toxines. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans des niches et qui portent leur complexité et qui ont besoin d'une visibilité et d'aide de notre part. Et donc la nouveauté de cette année, qui s'adresse principalement à ceux qui veulent repositionner des molécules dans des maladies, c'est le cadre de prescription compassionnelle pour des médicaments AMM. Donc là, vous voyez, on est sur une autre valence de l'innovation, celle dont le bénéfice clinique est envisagé, donc la réutilisation de molécules dans de toutes autres indications et l'usage hors AMM qui sert à créer des données de vie réelle dans une stratégie de développement basée là-dessus. Donc voilà sur la partie avis scientifique de notre offre. Et puis, il y a bien sûr la partie réglementaire. Il y a la partie réglementaire très spécifique qui s'appuie sur vos documents, sur vos positionnements et votre réflexion. C'est la qualification des produits de santé.
la qualification des essais cliniques, d'abord en fonction de la loi Jardé et parfois en fonction donc, du règlement essais cliniques, même si pour le coup c'est un peu plus simple, et la classification des DM. Donc ces trois offres emportent quasiment 50% de notre activité, et notamment, hein, il faut le savoir, 50% de notre activité concerne des demandes portées sur les dispositifs médicaux. Et puis après, on a une notion d'accompagnement à l'innovation qui vise un peu tout ce qui ne répondrait pas dans ces premières cases qui sont assez fléchées, c'est-à-dire des questions réglementaires qui excluraient celle de la qualification, des rencontres innovation et des rencontres pour certains secteurs stratégiques, hein, combattre l'antibiorésistance, développement de contre-mesures aux attaques biologiques, ou certaines demandes de portfolio qui peuvent rentrer dans ce contexte. Voilà un peu notre offre. Donc, c'est une activité qu'on a toujours fait, comme je vous le disais, mais qu'on a formalisée via ce guichet, via cette solution de bout en bout sur des marches simplifiées en 2020, en septembre 2020. Et donc, on sent qu'il y avait une attente. C'est une politique d'accompagnement qui n'est pas prévue par le Code de la santé publique, alors que toutes nos autres activités sont cadrées là-dedans. Et donc, avec une belle progression. Ça, c'est le nombre de dossiers reçus au niveau du guichet. On a fini l'année 2023 à un peu moins de 400, 373. Donc voilà, une progression constante avec une même progression sur le taux de traitement des dossiers qui est à peu près de 80%. Puisque, bah, comme tout est fait guichet, hein, on est obligé de refuser à l'entrée les questions qui ne nous concernent pas, beaucoup de questions autour du financement. L'agence, on n'a aucune compétence là-dedans. Des fois autour de l'accès au marché, donc on est amené à les renvoyer vers la HAS. Et puis des questions portées sur du consulting qui sont du coup pas innovantes, hein, et on renvoie pas mal vers la documentation disponible. Ça, on est un guichet avec des gens, on n'est pas une intelligence artificielle ou un moteur de recherche évolué. C'est pas comme ça qu'on se positionne. Je voulais finir par deux cas d'usage pour un peu montrer les aires sur lesquelles on se distingue de l'offre de l'EMA, qui est le gold standard pour le développement de médicaments innovants. Je voulais bien parler de qu'est-ce qu'on offre au niveau des dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro. Donc, on a une direction entièrement dédiée à ça, la NSM, qui, je vous rappelle, n'est pas un organisme notifié. À la NSM, on autorise les investigations cliniques, les études de performance, on surveille le marché, on inspecte et on les organismes notifiés. Donc, on est un peu voilà, on a et donc, le GIO, qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de classification et de qualification, hein. Est-ce que mon produit est un DM? Question tout à fait pertinente dans un point de vue innovation. Je veux dire, il répond à quoi et quelle est sa classification? Donc, voilà. Pour ceux qui sont intéressés par cette démarche, je vous le rappelle, on ne peut pas le faire seulement sur un mail. On veut de la documentation technique, on veut des projets de notices d'utilisation, on veut des photos du prototype, on veut savoir. On ne peut pas faire des généralités sur vos cas spécifiques. Vous portez une innovation, ça veut dire que vous avez identifié quelque chose qui est nouveau. On ne peut pas faire différemment. Donc, la classification, la qualification, c'est vraiment important. Et c'est vrai que c'est le début pour commencer à envisager les aspects scientifiques du développement, et donc notamment la recherche clinique. Et donc là aussi, on peut organiser des rencontres autour de ça où vous apportez des réponses sur la base de ce qu'on appelle un briefing document, un briefing book, c'est-à-dire un document autoportant qui est une photo de qu'est-ce qui s'est passé, comment vous en êtes arrivé là et qu'est-ce que vous prévoyez de faire. Très important.
Et puis des réunions de pré-soumission pour des projets, qui ont une certaine complexité, en amont, des autres du portail, qui est prévu, dans la réglementation pour évaluer, hem, la pertinence clinique de votre dispositif dans l'objectif de sa co de l'évaluation de sa conformité. Voilà un peu, sur l'aspect DM. Je prendrai les questions s'il y en a, par la suite. Un autre, R qui aujourd'hui, est donc, soutenu par, le plan France 2030, hein, c'est la bioproduction. Donc vous voyez là, on change complètement de secteur et pourtant, ça porte à peu près les mêmes choses. La bioproduction, à la fois, c'est quelque chose qui est cadré par, des bonnes pratiques de fabrication, des guidelines EMA, beaucoup de questions et réponses et puis maintenant de plus en plus la pharmacopée, hein, je vais reprendre mon exemple de l'ARN messager qui a représenté une innovation majeure, au niveau mondial et qui, est en train de petit à petit rentrer, dans la pharmacopée européenne et donc sera d'autant plus disséminable et donc nous à l'agence, on voit bien, la complexité, de ce de des facteurs, qui entourent la bioproduction et donc voilà, on a défini et on regardera toujours et c'est pour ça qu'on a besoin que vous, au niveau du cliché, au niveau du formulaire, vous décrivez bien ce que vous faites, parce qu'on a besoin d'informations sur le produit, on a besoin d'informations sur votre organisation et qu'est-ce que co co comment vous êtes et on a surtout besoin d'informations sur le process puisque le produit, c'est le process. Donc c'est là où, on a la chance d'avoir, ce corps d'inspection, qui connaît bien, une ligne qualité bio, des experts en qualité bio, qui connaissent bien, l'environnement dans lequel, vous évoluez, que vous soyez académique, start-up, vous ayez été académique, vous soyez devenu start-up, que vous soyez dans une moyenne entreprise ou un grand groupe pharma. On peut, voilà, tout en fixant des objectifs communs, assurer la reproductibilité, garantir l'éthique, ce genre de choses et expliciter, ce qu'on peut attendre de standards internationaux, qui sont parfois vus comme, des freins, à l'innovation, alors que nous, on pense que, c'est, ce qui permet de, garantir, des produits de santé fiables et garantir des produits de santé fiables, c'est aussi favoriser, un écosystème et un terrain favorable, aux innovateurs, ceux qui sont et ceux qui sont, à venir. Donc, vous voyez, on s'interdit pas, des sujets complexes et donc, on serait ravis, on est ravis de créer les conditions de discussion autour de ces sujets. L'effort à faire, pour venir nous voir, c'est, d'arriver avec un abord quand même, assez technique, assez scientifique. Voilà, on n'est pas là pour répondre aux questions à la volée, on n'est pas des consultants. Et donc, pour finir, cerise sur le gâteau, tout ce service, il est gratuit, il n'appelle aucune redevance. Donc, voilà, la seule chose, qu'il faut nous convaincre, c'est que c'est innovant, que l'impact, pour, les patients, est prometteur et que vous avez des données à nous, présenter. Si c'est juste pour discuter de l'idée que vous avez eue, la semaine dernière, il n'y aura pas assez de fonds, pour qu'on puisse vraiment se positionner et on n'est pas là pour écrire votre stratégie. On est là pour, vous aider à prendre, le bon chemin, même si des fois, ça implique d'aller prendre, des chemins, difficiles. On est là pour surmonter ça ensemble. Merci, pour votre écoute attentive et vraiment je serais ravi de répondre à des questions s'il y en a, pour la suite, avec, Hélène. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Guillaume, pour ces 2 présentations qui, j'ai trouvé, étaient, très claires et très informatives. On a eu quelques questions déjà, dans le chat, donc je vais commencer à dérouler et puis, les participants, n'hésitez pas à en rajouter, si besoin. Alors, on a eu beaucoup de sujets autour des dispositifs médicaux. Je pense, Guillaume, vous avez répondu à une partie des questions. Peut-être Hélène, préciser un petit peu, côté EMA, notamment à savoir est-ce qu'il fallait absolument que, les DM soient couplés à,
des molécules ou si finalement vous couvrez aussi tout le champ du domaine? Oui, alors, je pense que par rapport à ce que propose, l'ANSM et ce que vient d'expliquer en fait, Guillaume, justement qu'il y avait une grande demande avec beaucoup de dispositifs médicaux et cetera. C'est vrai qu'au niveau des responsabilités de l'IME sur tout ce qui est, dispositifs médicaux, c'est en fait un petit peu ce que j'ai expliqué dans ma présentation. C'est qu'en fait, pour le moment, on est quand même principalement, impliqué sur tout ce qui est, soit, dispositifs médicaux qu'on appelle, à haut risque, soit sinon pour les autres types de dispositifs médicaux, il y a quand même toujours un lien avec un médicament. Donc, du coup, ça, c'est vrai que c'est clair que le périmètre, en fait, d'intervention de l'IME au niveau des dispositifs médicaux, c'est vrai que c'est souvent en lien avec un médicament. Ou alors c'est un dispositif médical qui est un dispositif médical qu'on appelle, un à haut risque. Par exemple, je ne sais pas, un dispositif médical qu'on viendrait, implanter, dans le cerveau, pour traiter, une maladie, neurodégénérative, par exemple. Ça pourrait être, complètement, dans le champ, de ce que l'IME pourrait apporter comme type de support dans la mesure où c'est des dispositifs médicaux qu'on appelle à haut risque et qui donc du coup sont vraiment dans le scope en fait, de l'IME. Après, c'est vrai que nous, par rapport à ce que là, Guillaume a présenté, je pense que Guillaume, tu peux ensuite, si tu veux, apporter des éléments, complémentaires. Mais par exemple, nous, on ne va pas, aller se positionner sur une classification d'un dispositif, médical. Ça, on renverra plutôt aux États membres. Je ne sais pas, Guillaume, si tu veux, apporter, à Oui, votre oui, niveau de la nous pour le NSM, coup, voilà, pour le coup, tout dispositif médicaux est surveillé par notre direction dédiée et nos experts. Donc, on a vraiment une profondeur de vue sur l'ensemble des situations qui est réelle. Donc, finalement, à qui on s'adresse? Ben, donc, on s'adresse aux acteurs français et à ceux qui veulent, et aux acteurs éventuellement étrangers qui voudraient faire de la recherche clinique en France. Donc voilà, donc je pense que pour le coup, on est autorité compétente sur la surveillance de ce marché, on reste très pertinent. On n'est pas faiseur de roi, hein. Ça, il faut bien voilà. On finit des fois par leur dire, mais allez voir votre organisme notifié. Parce que bon, mmh mh. on aime bien les dispositifs médicaux, les medtech, on aime bien qu'ils soient assez autonomes aussi, hein, voilà. Mais donc voilà, donc il y a cette situation qui se présente. Après, clairement, on a vu, je parlais du facteur d'innovation, on a vu des gens qui développent des produits combinés, qui développent des produits très ambitieux en termes d'impact clinique. Et donc, on les accompagne au début, tout en effet leur disant, ben, c'est très ambitieux. Donc, regardez, la prochaine personne, c'est le MA. Parce qu'en fait, c'était ça, j'ai un point là-dessus. En ce moment, il y a tout un discours sur le fait qu'il faille accélérer la niveau d'innovation. Alors, je suis d'accord. Maintenant, j'aime bien défendre aussi la vision sur le temps long. Euh, et donc, c'est un peu ça notre rôle de régulateur, hein. Nous, on ne s'arrête pas à l'autorisation, on surveille derrière. Et donc, voilà, ce guichet, ces processus d'accompagnement à l'innovation, pour nous, ils s'inscrivent dans le temps long. Donc, du coup, on est vraiment très complémentaires de l'EMA et on sait que une innovation, même la plus grande rupture technologique, ses applications dans la santé, elles peuvent évoluer. Et donc, du coup, eh ben, des fois, ça sera nous qui sommes pertinents, puis ça sera l'EMA en fonction de la taille du marché qu'on vise. Mais bon, on reste quand même longtemps en recherche clinique quand on est vraiment innovant, hein. La recherche clinique, c'est long. Donc, on a le temps généralement de bien connaître la NSM. Voilà. Et voilà, ouais, sur la partie DM et comment ça s'articule. Et dernier point quand même, pour peut-être rassurer en tant qu'autorité compétente sur le dispositif médical, donc on est aussi très impliqué dans toutes les initiatives européennes autour du dispositif médicaux piloté par la Commission, hein.
que donc pour le coup, il n'y a pas une agence européenne du dispositif médical. Et donc, on est très impliqué aussi dans ce qui se dit, ce qui se choisit au niveau de Bruxelles sur la réglementation. Donc là, actuellement, on a pris acte des dernières changements de calendrier et on participe à ça. Et donc, on essaye de trouver les points d'équilibre entre les demandes autour d'un système régulé qui apporte le bon niveau de sécurité et les demandes de libre entreprise qu'on est tout à fait capable d'entendre. Mais peut-être pour encore complémenter cette réponse, juste pour rassurer aussi un peu tout le monde, c'est vrai que nous, à l'IME, on n'a aucun problème à dire à une compagnie, là, on pense qu'il faudrait contacter les autorités compétentes au niveau local, au niveau national, comme par exemple l'ANSM, et référer en fait une compagnie à l'ANSM, et vice-versa, comme disait Guillaume, en fait, comme c'est un réseau, en fait, on parle quand même tous Mmh. ensemble et on est capable aussi d'adresser les compagnies au bon endroit en fonction des sujets. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de généraliser, puisqu'en fait, ça dépend aussi pas mal des projets. Parfois, il faut un peu plus d'informations, etc. Mais ce qui est clair, c'est qu'au niveau de l'IME, on va pas faire de la classification du dispositif médical. Il faut savoir aussi que le champ de compétences de l'IME par rapport aux dispositifs médicaux, c'est quelque chose qui s'est élargi récemment avec les nouvelles réglementations, notamment la mise en place aussi de l'expert panel, etc. Donc, c'est quelque chose qui est aussi en création. Vous voyez bien aussi même par rapport au niveau du pilote des avis Mmh. scientifiques au niveau européen pour tout ce qui est dispositifs médicaux à haut risque, c'est quelque chose qui a été mis en place récemment en 2023, qui sera peut-être étendu. En fonction des conclusions qui seront tirées de ce pilote, on verra également ce qui sera mis en place dans les années à venir. Donc, c'est vraiment un domaine qui est en train de changer aussi au niveau de nos activités à nous, IME. Et j'en profite pour spécifier quelque chose, puisqu'il y avait une question dans le chat, quelqu'un qui demandait comment est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer sur le pilote de Scientific Advice au niveau de l'IME. En fait, tout ça, c'est annoncé sur le site de l'IME, mais aussi si vous suivez la page de l'Agence européenne du médicament sur LinkedIn, il y a tous les news items et les choses qui sont importantes qui sont publiées là. Donc, si vous suivez l'Agence européenne du médicament sur LinkedIn, si vous allez sur le site de l'IMR régulièrement, vous allez forcément voir cette information. Et si vous êtes SMI avec nous, vous allez recevoir une newsletter qui vous informera de l'extension de ce pilote ou pas. Voilà, j'en ai profité pour répondre à une autre question passage. C'est parfait, j'ai plus rien à faire. Merci beaucoup à tous les 2. Il y avait ensuite, une question, concernant, les aspects de confidentialité, hein, si les porteurs de projets viennent vous voir, comment ça se passe? Et puis ça rejoint une deuxième question, sur, est-ce que les porteurs peuvent venir, même si, l'entreprise n'est pas créée? Je me permets, Guillaume, de commencer peut-être par Ouais, rapport à si tu veux, ouais, l'entreprise, donc d'accord. si tu veux, parce qu'il y a un point que j'ai pas mentionné, parce que là, c'était principalement voilà, des compagnies, etc. Mais c'est vrai qu'on a aussi un point d'entrée pour tout ce qui est ce qu'on appelle academia, donc plutôt chercheurs, etc. C'est vrai que souvent, les compagnies, quand elles sont à 2-3 ans de la création d'une entreprise, enfin, les porteurs de projets, quand ils sont à 2-3 ans de la création d'une entreprise, on a aussi un point d'entrée academia qui fait en fait un peu ce que nous on fait au CMI Office en fait, hein, qui répond aux questions, etc. Et qui fait partie en fait de la même division que nous, de la même task force que nous. Donc c'est pareil, on interagit aussi, hein, on s'échange les gens qui nous envoient des demandes, etc. Donc c'est tout à fait possible de trouver un soutien à ce niveau-là aussi à l'IME. Je ne sais pas si tu veux préciser, Guillaume, pour votre partie à ce niveau-là, et après on parlera de la confidentialité peut-être. Non, moi, enfin, nous, je te dis, enfin, nous, on demande aux porteurs de projets de s'identifier, de dire s'ils se considèrent startup, voilà, mais on n'a pas de critères limitants, on le prend en compte dans notre analyse, mais voilà. J'ajoute juste que si vous faites appel à un consultant, un prestataire réglementaire externe, on leur demande, donc nous, notre offre de service, elle est orientée vers le porteur de projet, c'est-à-dire celui qui veut le valoriser, on l'a défini ici comme ça. Donc si vous envoyez un partenaire qui est
consultant par ailleurs, il faut que vous lui fournissiez une lettre de mandat, un pouvoir d'avocat qui justifie de votre lien. Finalement, nous, c'est ça généralement qu'on demande en porte d'entrée, la justification du lien avec les prestataires réglementaires qui pourraient être amenés à faire le travail de prise de contact. Voilà. Je pense qu'il y a un point aussi que je voudrais préciser ici, c'est qu'en fait, donc moi je travaille au SMI Office à l'IME, on n'est pas un pendant direct de ce que, Mmh. Guillaume propose à la NSM. C'est-à-dire que moi je travaille pour les SMI Office, donc je suis là pour soutenir les SMI porteuses de projets innovants ou moins innovants sur tout type de questions. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est vraiment, ouverts à tous et cetera. On a l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est ITF Briefing Meetings, donc là, qui sont vraiment les projets les plus innovants qui peuvent venir à la fois des SMI, mais aussi de Academia, des plus grands groupes, etc. Et qui, enfin Guillaume, peut-être que tu veux aussi complémenter, mais qui travaillent aussi avec les guichets innovation en fait au niveau Voilà. européen dans lequel Guillaume travaille. Juste peut-être pour Oui, oui, non, mais clarifier ce point. c'est vrai que c'est ça. Nous, on n'a pas la workforce pour faire les deux. Donc, notre guichet, pour le coup, il a cette notion d'innovation sur le produit de santé, mais on ne fait pas la distinction. Voilà, on suit en termes de métriques qui on accompagne. Et donc, on accompagne 80% de SMI, start-up ou en cours de création et académiques. Voilà. Et après, sur la deuxième partie, sur la confidentialité, nous, au niveau de l'IME, forcément, on a des règles voilà, qui sont très strictes à ce niveau-là. La confidentialité est assurée, hein. On a un code of conduct, etc. Donc, on gère des données ultra confidentielles, de plans de développement, de données sur les médicaments, etc. Notamment, on a eu aussi toutes les données sur les vaccins, Covid, etc. Donc, bien sûr que tout reste confidentiel et que tout est mis en place, bien sûr, pour que tout reste confidentiel. Donc, pour nous, voilà, c'est absolument pas un problème. Je ne sais pas si Guillaume, de ton côté, tu veux Alors, expliquer comment ça se passe à la moi, je trouve que c'est NSM? une très bonne question parce qu'il n'y a pas longtemps, on faisait une analyse, un petit retour d'expérience du guichet et on s'est rendu compte qu'il y avait une frilosité, et notamment chez la MedTech, à partager, pensant que. Alors, donc pareil, donc énorme rapport à l'éthique à la NSM. C'est un sujet, c'est un sujet qui est fondateur dans notre façon de penser. Et donc du coup, voilà, énorme rapport sécurité des données, hein, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise la plateforme de la DINUM, démarche simplifiée, parce que pareil, en termes de traitement des données et de sécurité, elle offre des garanties qu'un prestataire externe offrirait peut-être pas. Donc voilà, donc le fait de s'intégrer dans l'écosystème français du formulaire administratif de deuxième génération, c'est au moins ça l'avantage. Mais, mais au-delà de ça, en effet, comme j'ai essayé d'insister pendant la présentation sur le fait que nos activités, elles pouvaient avoir une valeur ajoutée si elles étaient complètes en termes d'évaluation technique et scientifique. Et donc, du coup, voilà. Donc, pour éviter qu'on vous crée des questions complémentaires, des demandes de compléments qui rajoutent des délais, puisqu'à un moment, je vois que quelqu'un demande les délais de traitement des demandes, et ben, ils sont très impactés par ça, hein. La demande est d'abord trop superficielle et nécessite des compléments de réponse qui ne sont pas forcément prêts. Voilà, n'hésitez pas à nous dévoiler votre prototype, votre documentation technique, on en a besoin. Et non, ça ne sortira pas de chez nous. Et oui, on a des experts scientifiques réglementaires qui sont depuis longtemps à l'agence, qui ont un regard et une profondeur de champ sur la thématique qui est très forte, et qui en ont vu d'autres, et qui, à part le fait de comparer les stratégies réglementaires, on ne crée pas nos startups derrière, je vous assure. Parfait, merci beaucoup. On a une question aussi sur l'articulation entre vos missions de scientific advice entre la Mm. NSM et l'EMA. Est-ce qu'on peut postuler aux Alors ça, deux? je vais prendre, ouais.
Donc oui, dans le développement d'un médicament, pardon, puisqu'on peut parler vraisemblablement de ça ou d'un produit combiné, mais on va prendre le cas d'usage du médicament. Est-ce qu'on a vocation d'aller voir les deux agences? Si vous êtes acteur en France et que vous voulez faire votre recherche clinique en France, oui, vraisemblablement oui. Il y a sur deux valences. Comme je vous le disais, nous, à la NSM, vraiment, là où je pense qu'on est difficilement contournable, c'est si vous avez besoin d'un avis scientifique sur les phases précoces, les phases où vous évaluez la sécurité du médicament et vous prenez ce risque de la première administration chez l'homme, puisque c'est quand même des designs particuliers. Alors, il y a sûrement des consultants qui font ça très bien, hein, donc après, c'est à vous de voir. Voilà, revoir le développement préclinique, le développement in vitro, nous, on délivre une autorisation là-dessus. Donc, ça ne veut pas dire que ces données-là, elles ne seront pas à un moment soumises à l'EMA, puisque l'EMA, lui, il revoit tout le développement puisqu'il vous donne accès au marché. Et donc, du coup, une partie de leur avis scientifique pourrait embarquer sur ces questions. Donc, on n'est pas sur le même temps de développement. Les risques et les autorisations n'ont pas les mêmes portées, les mêmes responsabilités en termes d'accès. Donc, du coup, il y a une séquentialité dans ces avis. Et donc, la réalité, le corollaire de ça, c'est que si vous avez déjà eu un avis EMA, généralement, même si vous êtes une start-up française, on ne va pas forcément vous redonner un avis sur la phase pivot, la phase 3 au niveau ANSM. C'est-à-dire que c'est cadré, que vous avez la visibilité, donc on ne va pas boulonner les requêtes, d'autant plus que en fait, les gens ne perçoivent pas. Je crois que beaucoup de gens pensent que l'évaluation se fait à l'EMA, et en fait, non, l'évaluation en fait, a déjà commencé quand vous êtes à la phase pivot, plus ou moins, et attribué à des pays rapporteurs, et donc on peut être pays rapporteur. Donc, on est déjà pris dans la... Donc ça, c'était le premier élément de réponse. Après, j'ai évoqué les avis scientifiques simultanés qui sont une phase pilote actuelle et qui, eux, visent autre chose. Donc en fait, ce n'est pas simultané EMA-NSM, c'est simultané entre plusieurs agences, les Belges, les Français, les Espagnols, parce que vous voulez faire un essai clinique sur plusieurs pays. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un règlement européen qui s'applique aux essais cliniques. Il rentre complètement en application dans à peu près un an. Et donc, il y a un portail européen de dépôt des demandes d'essais cliniques. Et puis, on fait un travail d'ajustement et des pays concernés par l'essai clinique donnent leur avis et ça aboutit à une autorisation séquentielle qui permet de mettre en œuvre l'essai clinique au niveau européen. Et donc là, on a décidé que si votre essai ou votre projet avait vocation à rentrer dans ce système, on pouvait vous proposer un avis simultané. Ça permet aussi d'éviter des effets de bord sur des points de vue par rapport aux expériences de chaque agence dans l'évaluation des risques. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Contrairement à ce qui est dit par les grincheux professionnels en congrès, les agents sont jamais d'accord, et ben on est d'accord. Donc voilà, je crois qu'il fallait le prouver. Et donc voilà. Donc il y a une start-up française qui l'a fait il n'y a pas longtemps et c'était plutôt bénéfique au renforcement de leur stratégie, je pense. Si je puis me permettre de juste rajouter, juste pour, voilà, pour ajouter un petit peu le point de vue de l'IME. Alors, nous, au niveau de l'IME, quand on reçoit des compagnies, on discute avec des compagnies. Bien sûr, si les compagnies ont eu des avis scientifiques au niveau national, on veut voir ce qui a été dit, on veut voir la lettre, voilà, on prend en compte ce qui a été fait au niveau des autorités. Comme disait Guillaume, c'est vrai que les personnes qui travaillent aux avis scientifiques à l'ANSM vont être impliqués au niveau du Scientific Advice Working Party à l'IME. Donc, en fait, il y a un lien qui est fait, on travaille tous ensemble. Et c'est vrai que nous, souvent, ce qu'on dit quand une compagnie, alors c'est peut-être généralisé, là c'est généralisé, mais c'est vrai que quand une compagnie vient nous voir et veut avoir un avis scientifique pour préparer un essai de première administration à l'homme
pour une étude clinique du coup qui va avoir lieu dans un pays en particulier. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on conseille d'aller voir l'autorité compétente en charge et l'autorité compétente qui va donner cette autorisation d'essai clinique au final. Nous, ce qu'on aime voir en avis scientifique, c'est pour les médicaments qui vont, surtout pour les médicaments qui vont ensuite être autorisés au niveau de l'IME en procédure centralisée. On aime bien voir les demandes d'essais cliniques, par exemple, autour de tout ce qui est essais de phase 3, essais pivot. Voilà, juste pour clarifier. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir plus tôt à l'IME pour avoir un avis scientifique, mais c'est vrai que dans ce cas-là, on ne va pas demander un avis scientifique à l'IME pour une phase 1 et un avis scientifique à la NSM pour une phase 1 sur les mêmes aspects. Voilà, juste pour clarifier. Et donc du coup, de façon pratique, moi je remarque ce qui se passe, c'est qu'en fait, des fois, on a des dossiers qui arrivent chez nous parce qu'ils portent des questions très applicables. Et c'est pour ça que j'ouvrais la question sur l'aspect BPF et production. Le MA, l'aspect BPF en production, c'est rapidement, c'est une objection majeure quand vous n'êtes pas BPF. Euh, Nous, on peut vous recevoir pour définir la feuille de route sur comment devenir BPF, vous voyez? Et ça, alors, c'est pas de l'avis scientifique en tant que tel, mais en fait, comme ça s'inscrit dans un projet qui est en cours de développement, généralement, c'est ancillaire à la question d'avis scientifique par rapport au, voilà, un porteur de projet qui a les mains sur plusieurs aspects trouvera à la NSM, du coup, des points des liens dans sa gestion de projet qu'il peut faire sur ces différents aspects-là. Eh ben, parfait, je pense qu'on est arrivé à peu près au bout des questions. Peut-être savoir si Guillaume, Hélène, vous êtes d'accord pour qu'éventuellement on puisse diffuser le replay de ce webinaire. Euh, Oui, sans problème de mon côté. Oui, oui, oui. S'il y a des gens courageux pour se farcir 1h30 de discussion, moi, je suis pour. Il y a la dernière question là sur l'éthique elle me J'ai fait pas vu. sourire parce que il faut regarder bien les secteurs de compétences. L'éthique, c'est pas les agences, c'est les CPP. Ah oui, oui. Alors, on n'est pas contre l'éthique, on est pour l'éthique, hein, mais et on n'est pas contributif. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. on est bien. Bah, écoutez, un grand merci à tous les deux pour ces présentations, pour ces réponses très étayées. Donc, on mettra à disposition hein, le replay probablement à travers le réseau Enosis. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Ouais. Et puis, merci à tous les courageux qui sont encore là jusqu'à 13h. Au Au revoir, revoir, merci à merci. tous.